Amaka n'avait que 12 ans lorsque ses parents prirent la décision la plus difficile de leur vie. Leur village, perdu dans l'est du Nigeria, offrait peu d'espoir pour l'avenir, la nourriture était rare, l'eau potable inexistante, et chaque jour était une lutte pour survivre. Le jour où tante Busy arriva de Lagos, vêtue d'une robe colorée et de bijoux clinquants, elle leur offrit ce qui semblait être une solution idéale. Amaka ira à l'école. Je la traiterai comme ma propre fille. Son ton était chaleureux, ses paroles pleines de promesses. Nandi hésita. Il aimait sa fille plus que tout. Avec ses grands yeux curieux et son rire contagieux, elle était son rayon de soleil. Mais que pouvait-il lui offrir ici, sinon une vie de misère et d'incertitude? Ngozi, elle, pleura des jours entiers avant d'accepter à contre-cœur. Le matin du départ, toute la famille se réunit pour prier. Le village s'était rassemblé pour dire au revoir à Amaka, certains lui glissant des amulettes de protection, d'autres lui murmurant des bénédictions. Nandi posa une main sur l'épaule d'Amaka et lui murmura « Sois une bonne fille. Rends-nous fiers. » Amaka promit. Elle n'avait aucune idée que ce voyage serait le début d'un cauchemar. Le soleil se couchait lentement sur la petite maison de boue où elle vivait avec sa famille. Sa mère, Ngozi, fixait le sol, les yeux brillants de larmes contenues. Son père, Nandi, le visage marqué par les années de dur labeur, ne disait rien. Ils savaient que ce choix était nécessaire, mais leur cœur se déchirait à l'idée de laisser partir leur unique enfant. Nandi était un fermier dont la récolte peinait à nourrir la famille. Chaque saison apportait son lot de sécheresse ou d'inondations, ruinant leurs espoirs de meilleures récoltes. Ngozi, de son côté, travaillait sans relâche au marché, vendant de petits beignets de haricots, ses mains brûlées par l'huile bouillante et son dos courbé par les longues heures passées debout. Malgré tous leurs efforts, ils ne parvenaient pas à payer les frais de scolarité d'Amaka ni à lui assurer un avenir meilleur. À son arrivée à Lagos, elle fut frappée par le bruit assourdissant de la ville, des klaxons incessants, des voix qui fusaient de toutes parts, et des immeubles si hauts qu'ils semblaient toucher le ciel. Elle n'avait jamais vu autant de voitures ni ressenti une telle agitation. Mais la maison de tante Busy était bien différente de ce qu'elle avait imaginé. Plus petite, modeste, mais propre et imprégnée de l'odeur des épices. « Bienvenue, ma chère. Ici, c'est chez toi. » Ces mots lui apportèrent un bref soulagement. Mais dès le lendemain, son espoir s'effondra. « Tu vas nettoyer la maison, laver le linge, cuisiner. L'école viendra plus tard. » Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Chaque matin, elle se réveillait avant l'aube pour balayer la cour. Ses mains, jadis douces, devinrent rugueuses à force de laver les vêtements à la main. Elle n'osait plus poser de questions sur l'école. À chaque tentative, tante Busy la fusillait du regard et répondait d'un ton tranchant. « Ne sois pas pressée. Tu iras quand le moment sera venu. » Mais ce moment ne vint jamais. C'est oncle Femi, le mari de tante Busy, qui bouleversa le destin d'Amaka d'une manière encore plus sombre. D'abord, il se montra bienveillant. Il lui ramenait des friandises, lui adressait des sourires chaleureux. « Tu es une fille intelligente. Un jour, tu réussiras dans la vie. » Ces mots la réconfortaient, mais quelque chose en lui l'inquiétait. Puis, peu à peu, ses gestes prirent une tournure inquiétante. Un soir, alors qu'Amaka lavait la vaisselle, il s'approcha trop près, une main posée sur son épaule un peu trop longtemps. « Tu es une jeune femme maintenant, murmura-t-il d'une voix trouble. Le malaise d'Amaka grandit. Elle tenta d'éviter son regard, de rester loin de lui. Mais la maison était trop petite. Il trouvait toujours un moyen de l'isoler. Une nuit, alors que tante Busy dormait, il entra dans la chambre d'Amaka. Ce qui suivit brisa la jeune fille en 1000 morceaux. Amaka tenta de se confier à tante Busy. « Tante, oncle Femi, il me fait du mal. » La gifle arriva avant qu'elle ne puisse finir sa phrase. « Tu oses mentir sur mon mari? Ingrate. » Amaka comprit alors qu'elle était seule. Mais le destin lui envoya une lueur d'espoir, une voisine, Mama Tinde. Elle la voyait souvent porter des seaux d'eau trop lourds pour ses petits bras. Un matin, elle remarqua un bleu sur son bras. Que t'est-il arrivé, mon enfant? Amaka baissa les yeux, incapable de parler. Mais Mama Tinde n'était pas dupe. Elle observa,
écouta, et quand Amaka finit par éclater en sanglots, elle prit une décision. Je ne laisserai pas cela continuer. Mama Tinde contacta une association de défense des enfants. Les bénévoles écoutèrent son histoire avec gravité. Nous allons agir. Mais le combat ne fut pas facile. La police, indifférente, qualifia l'affaire de « problème familial ». Mama Tinde refusa d'abandonner. Elle confronta Tante Busy, qui nia tout en bloc. Cette fille est une menteuse. Mais lorsque l'association arriva chez eux, accompagnée de policiers plus engagés, la vérité éclata. Nous devons parler à Amaka en privé. Dans une pièce à part, Amaka montra ses bleus et raconta ce qu'oncle Femi lui avait fait subir. Les enquêteurs prirent des notes, les visages sombres. Quand ils revinrent au salon, Femi tenta de plaisanter. Vous savez comment sont les enfants, toujours à inventer des histoires. Mais cette fois, personne ne le crut. Les policiers l'arrêtèrent sous les cris de Tante Busy. Tu nous as trahis, Amaka. Mais la fillette ne l'écoutait plus. Pour la première fois depuis longtemps, elle respirait librement. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Amaka. Dans le centre pour enfants en détresse, elle partageait une chambre avec 3 autres filles, chacune portant ses propres blessures invisibles. Certaines parlaient peu, d'autres faisaient encore des cauchemars la nuit. Amaka, elle, oscillait entre soulagement et peur. Chaque matin, elle se réveillait avec l'angoisse que Tante Busy ou oncle Femi viennent la chercher de force. Chaque nuit, les souvenirs de ce qu'elle avait subi la hantaient. Les mains moites, le souffle court, elle se recroquevillait sous sa couverture en priant pour que tout cela ne soit pas un rêve. Mais peu à peu, l'espoir refit surface. Un jour, une assistante sociale nommée Esha s'assit près d'elle avec un sourire doux. « Amaka, tu es en sécurité ici. Tu n'as plus à avoir peur. » Les mots résonnèrent en elle comme une promesse qu'elle n'osait pas encore croire. « Est-ce que mes parents vont vraiment venir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, ma chérie. Ils sont en route. » Mais le chemin du retour serait plus compliqué qu'elle ne l'imaginait. Pendant ce temps, dans son village, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. On a retrouvé Amaka. Elle est à Lagos. Nandi et Ngozi n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils pensaient leur fille heureuse, en train d'étudier. Jamais ils n'auraient imaginé l'horreur qu'elle avait traversée. Fous de rage et de douleur, ils décidèrent de se rendre à Lagos immédiatement. Mais le voyage n'était pas simple. Le peu d'argent qu'ils avaient ne suffisait pas pour payer le transport. Ce fut la solidarité du village qui leur permit de réunir les fonds nécessaires. Prenez cet argent, allez chercher votre enfant. À leur arrivée à Lagos, ils furent conduits au centre. Lorsqu'Amaka aperçut ses parents dans l'entrée, elle eut un instant d'hésitation. Une peur sourde s'accrochait encore à elle, comme une ombre. Mais lorsqu'elle vit le regard de sa mère, rempli d'amour et de douleur, elle courut dans ses bras. « Maman !» Ngozi s'effondra en larmes, serrant sa fille comme si elle avait peur qu'on la lui arrache de nouveau. Nandi, lui, posa une main protectrice sur l'épaule de son enfant. « Nous allons rentrer, Amaka. Tu ne seras plus jamais seule. » Mais avant de repartir, une question brûlait les lèvres de Nandi. « Et ceux qui lui ont fait du mal ? Vont-ils être punis ?» Esha hocha la tête. L'affaire est entre les mains de la justice. Oncle Femi est en détention, et Tante Busy sera jugée pour complicité. Mais dans un pays où l'impunité régnait souvent, rien n'était gagné d'avance. Le voyage de retour fut long et silencieux. Amaka, la tête posée sur l'épaule de sa mère, regardait défiler le paysage à travers la vitre du bus. Chaque arbre, chaque route poussiéreuse, chaque visage qu'elle croisait lui rappelait ce qu'elle avait perdu, et ce qu'elle retrouvait. Lorsqu'ils arrivèrent au village, une foule les attendait. Femmes, hommes, enfants, tous étaient venus voir le retour de la petite Amaka. « Bienvenue chez toi, ma fille », cria une vieille femme en lui tendant un bol d'eau fraîche. Les enfants du village se pressaient autour d'elle, curieux et excités. Mais Amaka, elle, se sentait étrangère à tout cela. Elle n'était plus la même. La nuit tombée, alors qu'elle s'asseyait sous un grand manguier devant leur maison, son père la rejoignit. « Tu veux en parler ?» Amaka resta silencieuse un instant, puis secoua la tête. « Pas encore.
Nandi hocha la tête avec compréhension. Quand tu seras prête, nous serons là. C'était tout ce dont elle avait besoin d'entendre. Le lendemain, Amaka décida de reprendre l'école. Ce fut un choc pour beaucoup. Elle devrait se reposer, disaient certains. Mais Amaka savait qu'elle ne voulait pas être définie par son passé. Elle voulait avancer. Les premiers jours furent difficiles. Les murmures, les regards de pitié. Elle les sentait sur elle comme des poires invisibles. Mais un jour, alors qu'elle était assise seule sous un arbre pendant la récréation, une fille s'approcha. « Salut, je m'appelle Kémy. Tu veux jouer avec nous ?» Amaka hésita, puis accepta. Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Petit à petit, elle recommença à sourire. Petit à petit, elle apprit à vivre avec ses cicatrices, sans les laisser la définir. Et surtout, petit à petit, elle comprit que son histoire ne faisait que commencer. Malgré les apparences, tout n'était pas aussi simple qu'Amaka l'espérait. Le village lui avait ouvert les bras, mais son cœur, lui, restait prisonnier de la gosse. Chaque bruit inattendu la faisait sursauter. Chaque nuit, elle se réveillait en sueur, hantée par les fantômes de son passé. Sa mère l'observait en silence. Elle voyait sa fille sourire en journée, mais elle savait que ce n'était qu'un masque. Un soir, alors qu'Amaka s'apprêtait à s'allonger sur sa natte, Ngozi s'assit à côté d'elle et caressa doucement ses cheveux. « Ma fille. Tu n'as plus besoin de te battre seule. » Amaka sentit ses yeux s'embuer. « J'aimerais oublier, maman. Mais ça revient tout le temps. » Ngozi prit sa main avec tendresse. « Alors nous apprendrons ensemble à vivre avec. » Pour la première fois, Amaka se permit de pleurer dans les bras de sa mère. Ce fut comme un barrage qui cédait, laissant couler toute la douleur qu'elle avait gardée en elle. Pendant ce temps, à Lagos, le procès d'oncle Femi et tante Bizi avançait lentement. Mama Tinde n'avait pas abandonné le combat. Avec l'association, elle assistait à chaque audience, veillant à ce qu'Amaka ne soit pas oubliée. Mais Femi avait de l'argent et des relations. Ses avocats tentaient d'effacer les preuves, de faire pression sur les témoins. Un jour, Mama Tinde reçut une visite inattendue. Un homme en costume, sourire poli, lui tendit une enveloppe épaisse. Un petit arrangement. Pour que cette histoire s'arrête ici. Mama Tinde le fixa, impassible, avant de prendre l'enveloppe et de la jeter dans un brasier devant lui. Allez dire à votre patron qu'il va payer pour ce qu'il a fait. L'homme s'éloigna, furieux. Mais cette tentative de corruption prouva une chose, Femi savait qu'il risquait gros. Quelques semaines plus tard, un messager arriva au village. Il portait une lettre officielle, Amaka était convoquée pour témoigner au tribunal. La peur refit surface. Je ne peux pas, murmura-t-elle. Mais son père posa une main ferme sur son épaule. Tu n'es plus seule, Amaka. Nous irons avec toi. Le voyage jusqu'à Lagos fut éprouvant. Tout lui rappelait les jours sombres passés chez tante Bizi. Le matin du procès, elle entra dans la salle d'audience en tremblant. De l'autre côté de la pièce, Femi la fixait avec un sourire narquois. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers les juges, vers Mama Tinde qui lui fit un signe de soutien, quelque chose changea en elle. Elle n'était plus la petite fille terrorisée. D'une voix claire, elle raconta tout. Chaque détail. Chaque blessure. La salle était silencieuse. Quand elle termina, Femi ne souriait plus. Le verdict tomba quelques jours plus tard, coupable. Il fut condamné à plusieurs années de prison. Tante Bizi, reconnue complice, reçut une peine plus légère mais dut verser une compensation à la famille d'Amaka. Lorsque la nouvelle arriva au village, tout le monde célébra. Mais Amaka, elle, ressentit autre chose. Ce n'était pas la joie. C'était la libération. De retour chez elle, Amaka se sentit plus légère. Mais quelque chose lui manquait encore. L'école l'aidait à reprendre goût à la vie, mais elle voulait plus. Elle voulait que plus jamais aucune fille ne vive ce qu'elle avait traversé. Un soir, elle déclara à ses parents, « Je veux aider les autres. Je veux raconter mon histoire. » Nandi et Ngozi échangèrent un regard. « Nous serons toujours derrière toi, ma fille. » Ainsi commença une nouvelle aventure.
Avec l'aide de son institutrice, elle écrivit son histoire et la lut devant toute l'école. Certains pleurèrent. D'autres se levèrent pour l'applaudir. Mais ce qui comptait le plus, ce fut lorsqu'une fillette plus jeune s'approcha d'elle après la lecture et murmura « Moi aussi. J'ai peur. Mais maintenant, je sais que je peux parler. » À cet instant, Amaka comprit. Son destin n'était pas brisé. Il venait juste de commencer. Les jours qui suivirent la lecture de son histoire furent intenses. Partout dans le village, des gens venaient voir Amaka pour lui parler. Certaines mères lui prenaient la main avec tristesse. « Ma fille. J'aurais voulu avoir ta force quand j'étais jeune. » D'autres enfants, surtout des filles, l'approchaient en cachette. « Moi aussi, j'ai vécu quelque chose. Mais je n'ai jamais osé le dire. » À chaque témoignage, Amaka comprenait une chose, elle n'était pas un cas isolé. Son histoire était celle de nombreuses filles, réduites au silence par la peur ou la honte. Un soir, alors qu'elle aidait sa mère à préparer le dîner, elle déclara « Maman, je veux faire plus que raconter mon histoire. » Ngozi, qui la connaissait mieux que personne, lui lança un regard interrogateur. « Que veux-tu faire, ma fille ?» Amaka prit une grande inspiration. « Je veux créer un endroit où les filles comme moi pourront parler sans peur. Où elles seront protégées. » Son père, qui écoutait en silence, posa sa calebasse de vin de palme. « C'est une grande mission, Amaka. Tu es encore jeune. » Mais elle planta son regard dans le sien avec détermination. « J'ai perdu mon enfance, papa. Mais je peux faire en sorte que d'autres ne la perdent pas. » Nandi hocha lentement la tête. Il savait qu'il ne pourrait jamais arrêter sa fille. Et il n'en avait pas envie. Avec l'aide de Mama Tinde, de l'institutrice et même du chef du village, Amaka lança son projet, un petit centre où les filles pourraient venir parler, se confier et apprendre à se défendre. Au début, ce n'était qu'une case vide avec un vieux tableau noir. Mais très vite, le bouche à oreille fit son œuvre. Les femmes du village commencèrent à offrir du matériel. Une vieille dame apporta des nattes pour que les enfants puissent s'asseoir. Un menuisier fabriqua une porte. Et bientôt, les premières filles arrivèrent. Certaines avaient été victimes de violences. D'autres voulaient juste apprendre à lire et écrire. Mais toutes trouvaient un refuge. Amaka leur parlait, les écoutait, et surtout, leur apprenait à ne plus avoir honte. Un jour, une petite fille appelée Sadé entra timidement dans la case. Elle resta longtemps silencieuse, les yeux baissés. Puis, d'une voix presque inaudible, elle murmura « Oncle Tayo me fait du mal la nuit. » Amaka sentit un frisson lui parcourir le corps. Elle s'agenouilla devant Sad, prit doucement ses mains et lui dit « Tu n'es plus seule. Je vais t'aider. » À cet instant, elle comprit que sa mission était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'aidait pas seulement les filles. Elle changeait leur destin. Les années passèrent, et le petit centre d'Amaka devint un symbole. Grâce aux efforts de Mama Tinde et de l'institutrice, l'histoire d'Amaka fut relayée dans des journaux locaux, puis nationaux. Un jour, un journaliste de Lagos arriva au village pour l'interviewer. « Amaka, tu es devenue un modèle pour tant de jeunes filles. Comment te sens-tu » Elle réfléchit un instant avant de répondre « Je ne veux pas être un modèle. Je veux être une voix. Une voix pour celles qui n'en ont pas. » L'article fit le tour du pays. Des associations commencèrent à soutenir son centre. Des dons arrivèrent, et bientôt, ce qui n'était qu'une simple case devint un véritable refuge avec des enseignants, des psychologues et des défenseurs des droits de l'enfant. Mais avec la lumière vinrent aussi les ténèbres. Des hommes puissants, des politiciens et des chefs d'entreprise qui profitaient du silence des victimes commencèrent à voir Amaka comme une menace. Elle reçut des lettres anonymes. « Tais-toi, ou tu le regretteras. » Mais Amaka n'était plus la petite fille effrayée de Lagos. Un soir, lors d'un rassemblement, elle prit la parole devant une foule immense. « Ils veulent que nous nous taisions. Mais nous n'avons plus peur. Nous avons une voix, et nous allons l'utiliser. » Les acclamations fusèrent. Amaka n'était plus seule. Elle était devenue un mouvement. Des années plus tard, Amaka, désormais une jeune femme, se tint devant un immense bâtiment à Abuja. Le Sénat.
Elle était invitée à s'exprimer sur un projet de loi visant à renforcer la protection des enfants contre les abus. Alors qu'elle entrait dans la salle, son cœur battait fort. Mais lorsqu'elle vit les visages de jeunes filles venues la soutenir, elle se souvint de son combat. Elle se tint droite, fixa les politiciens dans les yeux et déclara « Je suis Amaka. J'ai été brisée, mais je me suis relevée. Aujourd'hui, je parle pour celles qui ne peuvent pas encore le faire. Il est temps que notre pays protège ses enfants. » Un silence pesant s'installa. Puis, un sénateur âgé se racla la gorge et murmura « Vous avez raison, jeune fille. Il est temps. » Le projet de loi fut adopté. Et ce jour-là, Amaka comprit que le destin qu'elle croyait brisé était devenu une lumière pour des milliers d'autres. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était une guerrière.